Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Cette semaine, c'est Lionel Davoust qui nous fait le plaisir d'être en notre compagnie pour nous présenter le 4e tome de la grande saga Les Dieux Sauvages, qui s'appelle L'Héritage de l'Empire et qui est édité aux éditions Critiques. Bonjour Lionel. Bonjour Nathalie. Donc hier, c'est vrai qu'on a fait une présentation un peu globale du genre, parce que c'est pas forcément... c'est un genre qui demande à être un peu, non pas dépoussiéré, mais au moins démythifié, et parce qu'il y a beaucoup de préjugés, notamment celui de... C'est un genre pour les jeunes. Et bien, là, je dirais que... Alors, j'espère qu'à 40 ou à 50, on est encore jeune. Hein. J'espère aussi. Mais alors, je trouve que dans le 4e tome, il y a eu une étape de franchie. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé entre le 3e et le 4e, mais on est clairement sur un genre adulte, quoi. Ou alors des jeunes adultes qui ont une maturité plus, mais c'est un genre littéraire qui peut être complètement adulte. Et vos livres, au moins ceux-là, parce que moi je vous connais que depuis cette grande saga, c'est clairement c'est de la fantaisie adulte, quoi. Alors, c'est un genre qui est complètement adulte à la base, mais vous avez tout à fait raison en disant qu'il faut un peu démythifier ces choses-là. En gros, la fantaisie, qu'est-ce que c'est, tout simplement ? C'est un récit, comme on a pu le dire hier, qui descend en droite ligne du mythe et du conte. Mais en général, quand on pense au conte de fées, on pense au conte pour enfants. Sauf que ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut savoir, c'est que le conte à la base n'est pas destiné vraiment aux enfants, ou alors à une époque où on leur racontait des horreurs pour qui file droit. Le conte et la mythologie à la base, qui sont des récits qui nous enchantent aujourd'hui à l'ère moderne, mais à l'époque ancienne, ça correspond à une pensée, à une manière magique de penser le monde, à une manière d'essayer d'élucider comment est-ce que les choses fonctionnent. Et dire que la mythologie finalement c'est destiné aux enfants, ça a autant de sens de dire que parce que la Bible est un récit traditionnel, il se destine aux enfants. Non, bien entendu. Donc voilà à peu près pour la racine. Alors qu'est-ce que c'est que la fantaisie aujourd'hui ? La fantaisie en gros aujourd'hui fait partie des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire que quand on dit littérature de l'imaginaire, c'est littérature des mondes imaginaires, c'est-à-dire elle nous présente un monde fictif, un monde littéraire, qui peut être proche d'une autre. Harry Potter, c'est de la fantaisie, et ça se passe, entre autres, dans l'Angleterre contemporaine. Mais il y a dans ce monde fictif quelque chose qui ne fonctionne pas exactement selon les règles communément admises de la réalité, et ce fonctionnement a un principe, on va dire, fonctionne sur une base qui va être merveilleuse ou magique. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a quand même des règles. Dans Harry Potter, la magie a des règles. Donc la fantasy peut aussi se passer dans un monde qui est complètement différent. Les deux grands exemples en général qui sont connus aujourd'hui, c'est Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, qui sont dans des mondes qui sont différents. La Terre du Milieu, Westeros, c'est pas notre monde. Mais il y a quand même des codes qui sont communs, connus, qui sont les codes médiévaux, mais derrière, là-dedans, il y a quand même un certain nombre de choses qui fonctionnent selon une pensée magique et merveilleuse, mais qui sont intégrées dans le monde. Dans Game of Thrones, il y a des dragons, il y a la magie du feu avec le dieu, et les anciens dieux, et les marcheurs blancs, mais tout ça, on sait à peu près comment ça fonctionne. Les marcheurs blancs, ça peut être tué avec une arme en verre dragon, ça peut être... Voilà, il y a un certain nombre de choses, on découvre, on sait pas forcément au début, mais ce sont des choses qui sont admises dans le monde et qui puis qui sont intégrées au quotidien des personnages, quoi. Enfin, tout à fait. Eux, ils trouvent pas ça forcément merveilleux. C'est nous, lecteurs du XXIe siècle, qui trouvons ça merveilleux. Tout à fait. Alors, vous soulevez là un très bon point, qui est qu'en fait, la fantaisie est aussi un genre qui est résolument moderne. C'est parce que, alors, en gros, je connais l'histoire du genre, mais je suis pas universitaire comme Anne Besson. Mais en gros, si on résume très rapidement, la fantaisie, on peut dire qu'elle se cristallise au tournant du XXe siècle. Plus ou moins avec une certaine mouvance qui a également donné la science-fiction moderne, qui était plus ou moins en interrogation, en but vis-à-vis de l'industrialisation, et qui donc envisageait de revenir vers une certaine forme d'enchantement du monde.
Et le genre explose et est plus ou moins défini. Il ne naît pas avec Tolkien, mais il est plus ou moins, il se cristallise avec Tolkien. Et donc, fréquemment, on associe la fantasy à un monde qu'on dit médiéval fantastique. Alors, la fantasy, c'est pas forcément que ça. Harry Potter, c'est de la fantasy, c'est fantastique, mais c'est pas médiéval. Mais ça dit quand même quelque chose qui est très important, qui est que la fantasy naît et existe dans le rapport entre le regard contemporain moderne et, je dirais, une vision mythique, fantasmatique de l'histoire et ou d'une certaine forme de pensée magique. C'est là que naît l'enchantement. Si je vous parle de légendes, si mettons nous sommes, j'en sais rien, Pictes, je connais pas assez bien l'histoire, mais disons au tournant de l'an 1000, mettons, mes excuses aux historiens qui écoutent si jamais il n'y a plus de Pictes à l'an 1000, j'avoue que je suis pas assez calé, mais en gros, et que nous commençons à nous raconter éventuellement des légendes, ce sont potentiellement de véritables explications du monde. Aujourd'hui, ça n'est plus des véritables explications du monde, ce sont des légendes, ce sont des contes. C'est devenu en fait avec le temps. Exactement. Avec le temps. Puisque notre pensée n'est plus entièrement magique. Donc, donc on ne peut réenchanter que ce qui a été désenchanté quelque part. Donc la fantaisie, elle existe dans cet espace-là. Elle existe dans le plaisir de penser à une autre forme d'enchantement, parce que l'âme humaine a besoin d'enchantement. C'est Carl Gustav Jung appelait ça le lumineux. C'est-à-dire, il avait piqué ça à un autre auteur, dont le nom il s'appelait Otto, mais j'ai oublié son nom de famille. Le lumineux, c'est l'expérience du sacré. On a tous besoin, pour nourrir notre esprit, notre âme, on a tous besoin d'avoir cette sensation du sacré qu'on trouve toutes et tous dans des expériences qui sont différentes. Quelqu'un qui adore la nature et faire de la rando va avoir l'expérience du sacré en arrivant en haut et en voyant la vallée à ses pieds et en trouvant que c'est beau. Quelqu'un qui est très orienté vers la vie de famille va avoir l'expression du lumineux quand toute la famille sera réunie autour de la table et que tout se passera bien. Quelqu'un qui a plutôt une fibre créatrice ou artistique va avoir l'expérience du lumineux en passant de longues heures à travailler sa guitare ou sa peinture, par exemple. Mais on a besoin de ça. Et pour moi, la fantaisie, les littératures de l'imaginaire de façon générale, mais la fantaisie peut-être encore plus, ce sont les genres du lumineux. Ce sont vraiment les genres qui essayent s'efforcent de parler à cette fibre profonde, cette part qu'on a tous oui, en nous, quoi. Tout à fait. Et que on ne perd pas sitôt qu'on est sorti de l'enfance. Ou en tout cas, ce serait très triste. Faut la cultiver, quoi. Il faut la cultiver. Et la fantaisie le permet. Et donc, la fantaisie, à la base, donc les grandes œuvres du genre, si on prend Tolkien, alors parmi les deux grands fondateurs, il y avait C.S. Lewis, qui est donc auteur de Narnia, qui était quand même plus orienté pour les enfants, et Tolkien, Seigneur des Anneaux. Bilbo le Hobbit, qui était son premier livre paru, était un livre jeunesse. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un livre jeunesse, même si on y reprend son univers. Et si on regarde aujourd'hui Game of Thrones, c'est certainement pas pour la jeunesse. Ça meurt beaucoup et souvent de manière assez graphique. Donc, il y a de la fantaisie pour tous les publics, il y a de la fantaisie plus orientée jeunesse, Harry Potter, mais Harry Potter est lisible à tous les publics, on le voit bien avec... Il y a souvent plusieurs lectures, en fait, quoi. Tout à fait. C'est ce qui est en général, je pense aussi, la marque des bonnes œuvres. Puis il y a de la fantaisie qui est résolument adulte. Alors je pense que Les Dieux Sauvages, c'est plutôt dans ce domaine-là, oui, parce que c'est des gros bouquins un peu compliqués, parce qu'il y a beaucoup de personnages, enfin c'est une saga, donc il y a beaucoup de personnages qui interviennent, donc c'est des intrigues qui sont quand même relativement complexes. Il y a de la politique, il y a un discours sur la religion, sur la place de la religion dans la société. Il y a une guerre, et la guerre c'est pas moche, et c'est la guerre c'est pas drôle, la guerre c'est moche, excusez-moi. La guerre c'est pas drôle, c'est ça que je voulais dire. Et mon but aussi à travers Les Dieux Sauvages, c'est qu'en général quand je parle de guerre, j'essaye de pas l'en faire quelque chose de romantique. C'est pas drôle. Non, je confirme. Bon, tant mieux. Je confirme. D'ailleurs, je trouvais que dans le 4, il y avait des scènes, alors je ne sais pas où elles vous ont été, d'où elles vous sont venues, mais qui sont particulièrement cruelles, quoi. Enfin, c'est de la torture, il y avait ça. Je vois quelle scène. Il y avait moins. Enfin, dans les 3 premiers, alors il y a les grandes batailles homériques, là. Enfin, c'est typique de la fantaisie. Enfin, je trouve que c'est surtout en fantaisie qu'on a vraiment cette impression des grandes batailles,
il y avait plus ça dans les 3 premiers. Là, il y a effectivement... Alors, il y en a une, toujours dans ce même style homérique, là. Mais c'est pas prépondérant dans le 4e. Et par contre, il y a des épisodes de scènes comme ça, qui, bon, ça dure pas 50 pages, hein. Mais il faut les passer, quoi. Alors, en fait, déjà, il y avait un truc qui était très clair, qui était pour moi, à peu près à partir de la moitié du tome 2 et une bonne partie du tome 3, on est vraiment, on est dans alors ça, c'est pas déflorer l'intrigue, on est dans un siège long, difficile, comme souvent le sont les sièges, et un peu le désespoir, sachant qu'il faut tenir à chaque fois un jour de plus. Et tout simplement, j'avais fait ça pendant un bouquin et demi, et il fallait faire autre chose. Bon moment. Alors, j'aime les batailles, puis ça reste, il y a quand même derrière une histoire d'affrontement, donc c'était forcé de revenir à un moment à mesure que les choses évoluent. À mesure que les choses évoluent, mais aussi ce qui pour moi qui était important pour moi dans le 4, c'était comme les personnages avaient quelque part aussi un petit peu la possibilité de souffler. À un moment, il était aussi nécessaire, et c'est un truc qui est important pour moi, je veux dire, dans l'aspect de la guerre, il y a effectivement les opérations militaires, ça. Il y a aussi le poids humain, y compris le poids humain sur les gens qui sont aux commandes. Et surtout qu'en l'occurrence, dans Les Dieux Sauvages, il y a un peu une bande hétéroclite de gens dont certains c'est un peu le destin qui leur a mis la charge sur les épaules, ils n'ont pas demandé à être là, s'ils avaient eu le choix ils n'y seraient pas, mais en gros c'est eux qui ont les talents qui permettent de faire les trucs, ou en tout cas les circonstances les ont propulsés à des endroits où en gros on a confiance en eux, et donc il faut bien qu'ils fassent ce boulot. Donc c'est marrant parce que effectivement le 3, notamment le tome 3, a beaucoup de batailles effectivement épiques de grande envergure où c'est vraiment pas drôle au quotidien, même si on essaye quand même de trouver un peu la force de continuer, et puis la force de rester humain et de continuer à vivre dans les interstices que la guerre nous laisse. Dans le 4, finalement, il y a le poids psychologique où les choses rattrapent beaucoup de gens, où un certain nombre de décisions rattrapent beaucoup de gens, un certain nombre d'événements qui étaient en gestation depuis 2, 3, voire même depuis le début, rattrapent énormément de personnages. Et on s'y est attaché, donc finalement quelque part ça peut être vu comme encore plus dur, ce qui est toujours une observation que je trouve assez fascinante par rapport à l'esprit humain et par rapport à la mécanique des histoires, c'est que finalement quand un bouquin raconte un massacre sur un champ de bataille qui peut mal se passer, c'est dur, mais c'est vu de loin, et ça n'a jamais autant de poids que quand on a une seule personne qui subit tout le poids de ce qui s'est passé et qui est rattrapé, et qui a une pression psychologique qui se met dessus. Finalement, c'est beaucoup plus poignant. Et à la fois, je trouve que vos batailles, elles sont tellement pleines de détails. Il y a les ressentis, effectivement, du personnage principal. On a l'impression que vous y êtes, mais du coup, vous embarquez le lecteur avec vous, et on a l'impression d'y être, quoi. Et je me dis, pour un réalisateur de cinéma qui vous lui donnez ses services sur un plateau, quoi. Il y a tout. Enfin, on a vraiment l'impression d'y être, quoi, dans les batailles. Le fait de mettre, alors les détails, mais les ressentis, puisqu'à chaque fois il y a toujours un espèce de monologue intérieur dont vous nous faites part. Je me dis, mais on a l'impression d'être à ses côtés et d'être là à se battre aussi, ou au moins un observateur, quoi. Je suis ravi parce que pour moi justement c'est le but, c'est que si je vous raconte une histoire, c'est bien pour que vous la viviez, y compris quand c'est pas forcément rigolo et qu'on s'en passerait bien. En même temps, le but est de raconter l'histoire et de la faire se déployer le plus possible. Donc des fois effectivement ça veut dire emmener le lecteur, y compris dans les profondeurs des fois des ténèbres. Alors aussi ça veut dire quand il y a le moment de se marrer, on se marre, parce que quand même il faut bien, et notamment quand il y en a un petit peu moins dans le 4, mais c'est quand même une série où on parle un peu des batailles et tout. Pour moi c'est une série où il y a pas mal d'humour aussi, mais aussi parce que ça reste humain, et que quand on est confronté à la pression, à un moment on est obligé de rire face au destin, et pour s'en tirer. Mais
alors ça, j'ai envie de dire, c'est presque une vieille astuce de Sioux, c'est en même temps, c'est la base du médium littéraire, c'est pourquoi vous raconterais-je cette histoire si c'est pas pour vous la faire vivre au maximum, et en même temps, c'est comme ça que vous allez vous y attacher. Donc effectivement, j'essaye de faire tout ce que je peux dans les bouquins et dans les scènes pour mettre le lecteur et propulser au plus possible alors ça fait dans l'histoire et dans la tête et à la place des personnages, parce que c'est là que naît l'attachement, c'est là que naît l'empathie. En fait, pour moi, tout le but de la littérature finalement est de raconter des histoires. On s'amuse, on vit de grands trucs, en plus dans des mondes qui sont fictifs, donc ça fait de mal à personne, en tout cas on l'espère. Mais en même temps, il y a derrière, je pense que la littérature devrait se soucier de ça. En tout cas, moi, un truc qui est toujours quelque part dans ma tête, c'est que pour moi, il y a une mission aussi d'empathie, qui est que je vous raconte, voilà, je parle de guerre, je parle d'épisodes difficiles, c'est pas juste pour être putassier, c'est pas juste parce qu'il y a de l'action et c'est cool et on aime bien l'action et on aime bien quand ça bouge. Si je raconte que ça, moi ça me gênerait. Mais c'est aussi l'impact que ça peut avoir sur les personnages, exactement, leur évolution. La plupart de vos personnages... Alors, ce qui est bien dans le 4, alors ça, il ne me manque pas du tout. Donc, effectivement, on a peut-être... on a omis de le dire, au moins pour cette émission-là. Il y a 2 camps qui s'affrontent, bien évidemment, les ferristes et les ascalites. Alors, bon, il y en a quand même qui sont plus sympathiques que d'autres. Il y a un côté quand même qui n'est pas forcément... Et avec un personnage qui s'appelle Ganer, il n'est pas trop envahissant dans le 4e. Je trouve que c'est bien. Il ne m'a pas manqué. Ganer étant le prophète des Ascalites, donc théorie, si j'ai bien suivi ce que vous dites, ceux qui sont les moins sympas des deux, c'est ça? Oui, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas aussi binaire que ça. Les mondes ne sont pas aussi binaires, hein, mais c'est vrai que celui-là, il n'est pas forcément sympa. Enfin, il n'a pas attiré ma sympathie, forcément. Bon, il laisse place à un autre qui est, je pense, encore pire. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais voilà, il ne m'a pas manqué. Il ne m'a pas manqué. J'avoue, et je pense que je ne serai pas la seule à qui il ne manquera pas. Mais oui, voilà, c'est quand même 2 mondes qui s'affrontent et on y reviendra. C'est vrai que demain, on va rentrer un peu plus dans l'histoire sans divulgacher, comme vous disiez une fois. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on est censé dire, au lieu de dire spoiler, d'après l'Académie française. Voilà, on ne va pas divulgacher, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des révélations dans ce 4e. Mais on va revenir un peu sur les personnages qui sont les héros quand même de cette histoire. Donc en attendant, on laisse place à un petit peu de lecture et je vous retrouve demain. À demain. Lionel Davoust, l'héritage de l'Empire. Chassaigne. Elle trouva Poisson mort assis par terre contre le mur du fond. Ses yeux presque blancs luisaient dans le demi-jour et il avait la tête penchée sur le côté, ses lèvres sombres entr'ouvertes. Ses longues mèches sales et sa barbe hirsute donnaient l'impression que son visage était trop petit pour son corps. Et ses longues jambes étendues devant lui, ses bras dégingandés reposant à ses côtés, évoquaient une araignée à forme humaine. Bref, il avait vraiment sale mine. Et Chassaigne s'y connaissait. Elle fronça cependant les sourcils devant la collation de pain, de fromage et de lard à peine entamée sur le plateau mis à sa disposition. Du gâchis. Elle croisa les bras d'un air réprobateur et regarda l'herboriste dans les yeux. « La dernière fois que je t'ai vu, t'étais à peu près dans la même position. Tu bouges des fois ou bien... » Pas de réponse. Pas même de réaction. Ça allait être commode pour tenir une conversation. « T'as mieux à faire aujourd'hui, » s'admonesta-t-elle. « T'enrouler la terrine dans des coussins et faire semblant de rien entendre. Alors cesse de rouscailler. » Chassaigne s'assit par terre devant le treillage de bois pour se trouver au même niveau que lui. Impossible de déterminer s'il avait seulement conscience de sa présence. Peut-être n'en était-il pas capable. Comment avait dit Néhir ?
qu'elle n'était pas sûre qu'il revienne un jour de son immersion. Poisson-mort avait bu l'eau contaminée, lui aussi, à plus faible dose, mais bien plus longtemps. L'Oered tout entière avait littéralement baigné dedans. Et il avait des secrets bien à lui, sauf que les siens lui vrillaient la caboche en lui montrant ce qui n'existait pas, ou ce qui existait. Et c'était bien toute la question. Elle connaissait un peu les perdus dans son genre, sans réelle autorité ferriste, pour éliminer les nouveau-nés déformés ou bizarres. Il y en avait beaucoup plus en Mandre qu'en Revel. Les parents étaient censés les tuer au berceau. C'était l'unique morale. Mais dans les mortes couronnes, une paire de bras vigoureux valait plus cher qu'un ciboulot qui tienne droit. Le problème, c'était qu'ils finissaient toujours par tuer des gens parce que le vent dans les arbres leur avait soufflé ou autre fumerie du genre. Mais Poisson-mort avait l'air plus inoffensif que beaucoup. Pour l'instant, du moins. On avait l'air inoffensif jusqu'au jour où on empoignait une hache pour découper ses voisins. Chassaigne fronça soudain le nez en prenant conscience d'une odeur qui lui agaçait les narines depuis un moment. « Oh, pute de diable, mais tu pues pour de vrai !» s'exclama-t-elle. « Et ça devrait te faire peur que c'est moi qui te dis ça, parce que personne n'a pensé à te laver quand même un peu !» Elle se rendit aussitôt compte de l'ineptie de sa remarque. « Mais faudrait faire ça avec de l'eau. Paraît que t'es plus tellement client, hein ?» À ces mots, un grand frisson secoua le captif. L'adolescente aurait pu croire qu'il se réveillait s'il n'avait pas eu les yeux grands ouverts, concentrés sur rien. Il roula sur le flanc et cavala à quatre pattes vers le broc, qu'il attrapa pour boire à longs traits, inondant sa chemise dans un état répugnant. Son odeur pestilentielle cogna l'adolescente et elle eut un haut-le-cœur. « Braque à faire, je deviens vraiment douillette, moi. Hein » À genoux, Poisson-mort finit d'étancher sa soif, puis écarta le récipient de sa barbe trempée, prématurément grisonnante, tandis que son regard semblait accommodé sur sa visiteuse. Chassaigne crut un instant qu'un corbeau s'était invité dans le cellier pour croasser une phrase sans queue ni tête. « Tu es la fille qui disparaît. » Elle tressaillit. Puis, enthousiaste, elle se précipita vers les barreaux de bois en ignorant l'odeur. « Ouais !» s'exclama-t-elle. « Tu te souviens ? C'est moi !» Elle sourit. « La meilleure alliée que tu puisses avoir. La situation vire au vinaigre ? Tu te retournes et je suis plus là. T'as oublié que j'étais avec toi, même que j'existais tout court. » Mais le regard du grand déglingué sembla se perdre à nouveau vers le mur comme si elle n'était pas là, probablement attirée par des brouillards invraisemblables. Chassaigne claqua des doigts devant son visage. « Hep ! Reste avec moi, hein, j'ai besoin que tu me causes. Il y a le monde, hein, je sais qu'il est grand, avec beaucoup de trucs dedans, mais toi tu existes aussi, d'accord ? Tu t'appelles... » Elle retint le sobriquet qui lui venait naturellement à la bouche. « Darren. Darren, c'est toi. Concentre-toi sur ton nom. Il dit qui tu es. Comme moi, je suis la fille qui disparaît. C'est ta frontière avec tout le reste. » Elle avait notamment connu un gros gars en Mandre, Marty, qui parlait un peu comme lui. Il n'avait pas son pareil pour trouver des racines comestibles en hiver, alors elle l'avait parfois aidé à échapper aux raids des clans guerriers. Pour s'empêcher de partir en coq à l'âne, il se prenait la caboche à deux mains et répétait son nom. Il s'était fait tuer le jour de l'arrivée des Ascalites, évidemment. Les lèvres de Darren prononcèrent en silence les syllabes du sien, comme s'il l'avait entendu de très loin, quoique ça ne lui donnait pas l'air plus vif. « Voilà !» fit Chassaigne d'une voix qu'elle voulait rassurante, même si elle n'était pas très convaincue. L'autre resta à genoux, à la regarder sans la voir. Il n'avait pas battu en retraite comme un chien apeuré, au moins. Il fallait se satisfaire des petites bénédictions. « Darren, maintenant, je veux que tu me dises. Le premier soir à l'Oered, tu m'as senti. Tu te rappelles ?
Néhir et moi, on avait franchi les lignes ennemies. Et tu savais que j'étais là. Le truc, c'est que t'étais pas censé. Il y avait que Néhir à en être capable jusque-là. Alors elle, les règles s'appliquent jamais, hein, j'ai l'habitude. Mais toi, il oscillait comme une grande herbe puante et hirsute au rythme d'un vent qui ne pouvait pas souffler à l'intérieur d'un bâtiment, plissait les paupières comme pour se concentrer sur ses paroles ou sur faire seul savait quoi. Elle n'y arriverait pas comme ça. Faire appel à ses souvenirs, c'était multiplier le risque qu'il s'y perde quand le présent comportait déjà bien assez de distractions, même dans une salle silencieuse et vide. « Hé, Darren !» Elle frappa des mains et agita les bras devant lui. « Ici, maintenant. Comment t'as fait pour percer mon secret, pour comprendre que j'étais toujours là ?» Pas de réponse. Des tics fugaces froissaient son visage mat, à peine des rides sur son expression hagarde. Mais à nouveau, il sembla capable de s'extirper du brouillard qui lui tournait dans la tête pour se concentrer vaguement sur elle. L'inquiétude et l'incompréhension passèrent sur ses traits vieillis à la manière de nuages. « Tu as la forme du vide, » murmura-t-il d'une voix éraillée. « Toi aussi, la mort plane sur toi. » Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.